Bon, mais nous allons peut-être commencer notre conférence si tout le monde est arrivé parmi nous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver sous ce nouveau format. Le club de veille s'adapte aux circonstances. Donc j'espère que même si malheureusement on ne peut pas vous voir, vous aurez la présentation en revanche de Didier Tixador qui est particulièrement intéressante et qui est une très bonne synthèse de la manière dont vous pourriez orienter la stratégie digitale de votre entreprise. Bon, j'espère que le confinement n'a pas été trop impactant pour vos entreprises et que le retour à la vie normale vous a redonné confiance dans ce marché. Après, nous sommes toujours soumis à un certain nombre d'interrogations, notamment sur le devenir d'Airbus dans une région où toute la stratégie est orientée par le développement de cette industrie. Donc, pour vous accompagner dans votre réflexion sur la digitalisation de nos métiers et veiller à ce que nos entreprises restent dans la course face à ce nouvel environnement qu'ont façonné Google, les réseaux sociaux, mais également le monde des startups, les éditeurs de logiciels et la data, notre club a souhaité inviter Didier Tixador. Donc Didier a cela de particulier par rapport à toutes les personnes qui gravitent dans le digital, c'est que lui est originaire de l'immobilier puisqu'il a eu sa propre agence immobilière et il est venu au digital, abandonner un petit peu le métier abandonner le métier d'agent immobilier, mais s'est intéressé totalement au digital et à l'accompagnement qu'il pourrait apporter aux professionnels de l'immobilier. Donc, il a une vision qui a l'avantage de savoir comment vulgariser le digital auprès des professionnels que nous sommes. Donc, il connaît effectivement toutes les préoccupations dans nos activités, nos difficultés à discerner les outils dont nous aurions le plus besoin, à s'emparer des techniques pour savoir comment bien communiquer sur les réseaux sociaux ou rendre son site plus visible, ça fait partie des questions que nous nous posons, et surtout, il connaît le budget dont nous pouvons disposer, même s'il est plus important selon qu'on est peut-être promoteur ou agent immobilier, puisque le club de veille accueille tout type de structure et de professionnels de l'immobilier. Ton métier, c'est plutôt maintenant la formation et l'accompagnement des entreprises, après avoir eu également une expérience au niveau national à la FNAIM, en tant que directeur du marketing digital de la fédération dont je suis issue, mais que d'autres connaissent. On a également des représentants du SNPI et de l'UNIS dans notre club de veille. Tu as vu donc tout type de professionnels, mais également tu as une expérience à l'international puisque tu as fait des voyages là-bas autour de ce même sujet. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu pourras partager aussi avec nous. Et donc voilà, j'ai envie de te présenter comme un architecte de la stratégie digitale au service des professionnels de l'immobilier. Voilà. Je vais te laisser la parole. Alors, juste une petite chose. Donc, vous avez en bas de votre écran une barre à laquelle vous avez accès. Bon, mais vous l'avez déjà utilisée de toute façon. Donc, avec le module Converser, vous pouvez donc envoyer vos questions
à Didier. Alors, Didier ne les voit pas, ces questions. Donc, je vais essayer de faire attention au fur et à mesure de la conférence. Nous verrons si c'est des… J'essaierai de voir si c'est des questions auxquelles il peut répondre au fur et à mesure ou si c'est des questions qu'on reprendra à la fin de la présentation. Hein. Peut-être qu'on va choisir entre les questions qui sont une précision ou peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que Didier vient de vous dire. Et après, les sujets un peu plus généraux qui auront besoin d'une question plus approfondie, ben, je propose qu'on les remette à la fin de la présentation. Voilà. Alors, peut-être que Didier, tu vas nous dire à peu près combien de temps pour la présentation, combien de temps pour les questions. Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, on va faire une quarantaine de minutes pour la présentation et puis questions-réponses. Mais bon, on verra certaines questions, je pourrai répondre au fil de l'eau. On va démarrer tout de suite. Donc juste pour l'anecdote, puisque tu m'as présenté, bon, j'étais agent immobilier, j'aime le digital. Et quand j'ai démarré en 94 mon agence immobilière, il faut savoir que je saisissais mes annonces sur le 3614 AM1. Ça voulait dire agent immobilier qui permettait de basculer sur le 3615 FNAIM. Donc, vous voyez, Internet n'existait même pas à l'époque. Hein. Moi, j'étais au club utilisateur de la FNAIM, c'est vrai, ça m'a toujours plu. Et surtout, j'ai été en relation avec des équipes informatiques depuis 20 ou 30 ans. Et c'est important parce que ça permet aussi d'arriver à avoir des outils plus simples, etc. Parce qu'on est dans deux mondes différents entre les informaticiens et les agents immobiliers ou les métiers d'une manière générale. Et bien sûr, fan du Stade Toulousain, comme vous le voyez là. Quand c'est pas la chambre de commerce, tu changes pas le… Non, non, non. Bon, il faut dire que je suis de Lézignan, donc Christian Labillet est de Lézignan et c'est lui qui m'a voilà, offert ce maillot. Donc, mais j'ai toujours été fan du Stade Toulousain. Et de l'USAP aussi, puisque je suis catalan. Allez, je partage mon écran. Voilà, ok. Alors, donc l'idée pendant ces 40 minutes, c'est vraiment d'avoir une vision à 360 degrés de votre écosystème digital. Donc, je vais être très synthétique et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions après, bien évidemment, par rapport à ce qu'on va aborder. Donc, on va aborder premièrement l'écosystème, votre écosystème digital idéal. On va bien évidemment faire un gros focus sur le web avec le référencement Google My Business, les réseaux sociaux. Je vais également parler de votre base de données, puisque bon, si on parle de digital, c'est important de parler de base de données. Les plus d'une agence, enfin d'une entreprise 3.0. Un petit clin d'œil sur le figital, parce qu'on parle beaucoup de digital, mais j'aime bien aussi utiliser le mot figital, puisque l'idée, c'est aussi faire venir les clients, les prospects dans votre entreprise. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit clin d'œil là-dessus. Mesurer, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils, puisque dans le digital, on peut facilement mesurer les résultats de ce qu'on a mis en place, donc c'est important et on fera une petite conclusion. Alors, donc ça, elle m'a présenté, donc je passe par rapport à ceci. Voilà. Alors, déjà, il y a une énorme évolution, il faut bien en prendre conscience au niveau du web. Donc, on avait au départ ce qu'on appelait le web 1.0, qui était tout simplement des sites internet qui étaient des sites vitrines, où on avait de l'information. Ensuite, on avait le web 2.0. Vous en entendez souvent parler. Quand on parle de web 2.0, on parle des réseaux sociaux. Sachez que maintenant, on n'est plus dans le web 2.0, on est dans le web 3.0. Le web 3.0, le sujet, c'est les données, c'est les datas. Et surtout, le client attend un discours personnalisé, un message personnalisé. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, c'est plus des messages de masse, etc. C'est vraiment des messages personnalisés. Et on va voir dans les différents slides comment on va pouvoir mettre en place cette action. Alors, l'écosystème digital idéal. Donc, 4 supports. Donc, premier, bien évidemment, vos logiciels, donc qu'on appelle l'ERP d'une manière classique. Donc, tous les logiciels que vous allez utiliser dans vos agences, dans vos entreprises. Et c'est ces logiciels qui sont vos bases de données. Bien évidemment, il faut qu'elles soient qualifiées. Ces logiciels,
l'idéal, c'est qu'il soit interconnecté avec des outils. On appelle ça des add-ons au niveau informatique, c'est-à-dire que vous avez des logiciels et à ces logiciels, on va adapter des composants. J'en prends un comme exemple, la signature électronique. Donc, ensuite, on a la partie stratégie Internet avec les sites Internet. Alors, je n'ai pas marqué les portails immobiliers, mais on en parlera tout à l'heure dans les questions-réponses. Là, je parle de votre site Internet. Bien évidemment, du référencement de votre site Internet et de vos annonces. Google My Business, qui est pour moi hyper stratégique et souvent délaissé. Bon, bien évidemment, les réseaux sociaux. Et ces trois outils, on va derrière avoir tout ce qui est tableau de bord, tout ce qui est Google Analytics qui va permettre d'analyser et de mesurer tout ça. Donc voilà l'écosystème idéal sur lequel il faut travailler, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Alors, un mot anglais américain que les communicants américains utilisent beaucoup, c'est le mot linchpin. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai mis ce slide. Tout simplement parce que, alors, littéralement, on peut le traduire par goupille. La goupille d'une grenade, donc le côté explosion, ou le côté pivot, c'est-à-dire qu'on pivote. Donc, en fait, ce que je voulais vous expliquer par ce mot et ce slide, c'est qu'en fait, la stratégie digitale, votre écosystème digital, c'est une association d'éléments qui va vous donner de la visibilité. C'est-à-dire que dans tout ce que je vais vous présenter, si on prend un élément à part et qu'on l'applique, l'efficacité elle sera moindre. Ce qui est important, c'est appliquer un maximum de petits éléments que l'on va voir et c'est là que vous allez pivoter du bon côté, entre guillemets, je vais dire visible ou invisible des radars Google et que vous allez pivoter du côté, vous allez vous donner de la visibilité où vous allez avoir des actions digitales qui vont être efficaces. Donc, c'est une image. Bon, le langage américain est très imagé. Donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre ce slide avec ce mot qu'utilisent ces communicants. Alors, là, c'est très, très important puisque tout ce qu'on va faire est basé sur ces trois actions. La première, on va se poser la question, est-ce que l'action que je suis en train de mettre en place me permet de me donner de la visibilité, donc être vu? La réponse, bien évidemment, doit être oui. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est inciter à l'action. Pourquoi? Parce que si vous avez des personnes, des prospects, des internautes qui vous voient et que vous ne les incitez pas à l'action, il ne va rien se passer. De la même manière, si vous avez mis des actions pour les inciter à l'action, mais qu'ils ne vous voient pas, pareil, l'effet sera moindre. Donc vraiment, l'ordre, c'est être vu, inciter à l'action. Le troisième point étant analyser, puisque souvent on est dans du marketing, donc le marketing c'est aussi un laboratoire. Il y a des éléments qui vont fonctionner, des éléments qui ne vont pas fonctionner, donc il faut pouvoir analyser, mesurer pour corriger. Donc c'est pour ça que je vous ai mis vraiment ce triptyque qui est pour moi stratégique dans la mise en place de l'écosystème digital. Et bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est établir un échange. On n'est pas dans de la communication unidirectionnelle, donc, et c'est pour ça qu'il faut de l'interaction. Et surtout, donc, ce qu'on appelle, alors là, je l'ai mis d'une manière générique, dans les questions-réponses, on pourra prendre des exemples plus concrets, c'est ce qu'on appelle le tunnel d'acquisition. Donc, le tunnel d'acquisition, c'est, donc, on va attirer des prospects, donc, être vus. Donc, c'est ce qu'on appelle le TOFU, c'est le top of the funnel. Ensuite, il faut les inciter à l'action, donc il faut qu'il y ait de l'intérêt par rapport à votre proposition de valeur. L'idée, bien évidemment, c'est de les inciter à l'action. En règle générale, on les incite à l'action sur une page d'atterrissage. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur une page description, sur une page, par exemple, sur l'estimation d'un bien, etc. Donc, on va les inciter à l'action par rapport à ça. Et ensuite, l'idée, bien évidemment, c'est de les transformer en clients et de les fidéliser. Voilà, donc on pourra éventuellement voir quelques exemples concrets avec les questions-réponses tout à l'heure. Mais c'est vraiment important. L'idée dans le digital, c'est de faire rentrer, on va dire, les internautes dans ce fameux tunnel d'acquisition et d'aller au bout de ce processus. L'intérêt, c'est que on a la prospection physique où on va aller faire du boitage. Par exemple, si on prend une agence immobilière, l'avantage du tunnel d'acquisition, c'est qu'on est sur du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il va travailler pour vous. Donc, il y a un vrai sujet sur cette partie. OK, donc on va commencer par le mail. Donc, pareil, je réponds aux questions. Si, Emmanuel, tu vois qu'il y a une question qui est intéressante que je réponde en temps réel, tu ouvres le micro et tu me poses la question.
premier point, donc le web. Alors, le vrai sujet, c'est 85% des premiers contacts vont vous trouver avec le web 3.0. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont en train de chercher votre entreprise ou un produit sur Internet, 85% vont vous trouver par le web 3.0. Donc, c'est vraiment très, très important. Et ce qui est important, c'est leur expérience utilisateur. C'est-à-dire que si l'expérience utilisateur est facile, ils vont vous trouver. Si elle n'est pas facile, ils ne vont pas vous trouver. Prenons un exemple. Dans ce fameux tunnel d'acquisition, vous n'avez pas pensé à un site d'action, l'expérience utilisateur ne sera pas bonne et peut-être qu'ils ne vont pas vous contacter. Alors, Google cherche à fournir le contenu le plus pertinent et le plus rapidement possible. Donc, c'est très important d'avoir cet élément clé. Et l'expérience utilisateur des internautes, c'est donc d'utiliser Google et vous allez voir dans les slides futurs qu'il y a une énorme évolution par rapport à ces éléments. Donc, on est dans ce qu'on appelle donc de la longue traîne. Donc, longue traîne, c'est donc dans le référencement, avant, le client tapait un mot, 2-3 mots. Donc, voyage en famille, on tapait 3 mots et puis on allait voir les résultats. Maintenant, on est dans des mots-clés de longue traîne et les clients, les internautes ont pris l'habitude de taper des phrases. Tout simplement parce que leur expérience utilisateur dans l'écosystème Google a été améliorée, bien évidemment, par Google. Donc, à partir de là, c'est un élément clé puisqu'on va en tenir compte dans le référencement, en particulier de votre site Internet et de vos annonces. Donc, on va commencer par les annonces. Donc, les annonces, premier point, j'ai marqué « Soyez précis ». Pourquoi ? Parce que là aussi, l'expérience utilisateur a énormément changé. Avant, j'aurais tapé « Achat, appartement, Toulouse ». De là, ça m'aurait proposé des sites Internet. Je serais allé sur ces sites Internet. J'aurais ressaisi dans le moteur de recherche les éléments et donc, ça m'aurait proposé des choix. Là, j'ai fait une recherche longue puisque les internautes sont maintenant habitués à faire des recherches longues, quel que soit le domaine d'activité. Ça peut être pour acheter un réfrigérateur. Et donc là, j'ai marqué « Achat d'un appartement de type 2 avec garage Toulouse ». Et j'ai cliqué sur les différents portails. Et si vous regardez, donc Google a injecté directement, par exemple dans ce loger, achat appartement, type 2. Donc il a lu mon texte et il a marqué que je cherchais un type 2. Et bien évidemment, il a noté Toulouse. De la même manière, en dessous, si vous regardez bien, je suis sur Logikimo et on voit qu'il a coché le mot garage, puisque j'ai noté que je voulais un appartement type 2 avec garage. Donc ça, c'est très important à deux niveaux. Par rapport à cette expérience utilisateur de l'internaute, qui va faire des recherches longues, et également, souvent quand je suis en coaching dans les agences, je m'aperçois qu'il y a des erreurs. C'est-à-dire que dans les envois des annonces, vous avez oublié, par exemple, le garage, le parking, une chambre. Donc, sachez que si vous oubliez ces éléments, vous allez être invisible des radars Google, puisque Google a directement noté dans Logikimo que le client cherche un garage. Donc, tous les appartements qui, par définition, n'ont pas de garage vont disparaître. Donc, c'est vraiment très important. Donc là, un slide qui est également important, c'est souvent les entreprises, elles ne raisonnent pas, elles ne se mettent pas à la place du client. Et je prends un exemple, puisque j'ai mis Narbonne, on a un bien, ça peut être un promoteur ou une agence immobilière, on a un bien dans un village à côté de Narbonne, et on va noter le village, et on ne va pas penser à positionner ce village sur le secteur. Alors que là, si vous regardez bien, j'ai tapé achat maison Narbonne. Donc là, je suis sur l'outil d'autocomplétion de Google. C'est-à-dire que quand je tape 3 mots-clés, Google me propose ce qui est tapé le plus par un internaute. Et si vous regardez bien, en 6e position, il y a achat maison Narbonne et environ. Donc si j'ai une maison, par exemple, qui était à Vinassan, à côté de Narbonne, l'internaute qui va taper cette recherche ne va pas le trouver, puisqu'il va taper achat maison Narbonne et environ. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, dans le contenu de l'annonce, positionner cette annonce sur un secteur. Donc, je vais en parler plus précisément dans le slide suivant. Là, par exemple, vous voyez, le client, il a tapé achat maison avec jardin, avec sous-sol doncherie. Donc, c'est sa recherche. Il cherche exactement ça.
Et on voit que le bien qui est remonté, ce bien, il est à Ballan, il n'est pas à Donchery. Alors, pourquoi il est remonté? Tout simplement parce qu'il a noté dans le texte qu'il était proche de Donchery, donc du coup, ça a matché. Donc, ce qui signifie que dans une annonce, on va devoir détailler plusieurs éléments. Le premier, c'est la notion de situation. Donc, le bien, par exemple, il est à Vinassan, mais il est proche de Narbonne. Donc, à partir de là, je vais noter une proximité. Une proximité par rapport à la cible du bien. Par exemple, vous avez une belle propriété à côté de Narbonne et cette propriété, elle peut intéresser une clientèle plus large. Je vais même le positionner par rapport à Toulouse, par rapport à Montpellier, par rapport à la mer Méditerranée, pourquoi pas par rapport à la frontière espagnole. De la même manière, j'ai donc à la vente ou à l'achat un appartement, un studio qui peut intéresser des étudiants sur Toulouse. Je vais positionner des quartiers, je vais positionner le tram, je vais positionner donc des secteurs d'environnement ou de situation plus précis. Autre élément, contrairement à avant, les annonces maintenant, il va falloir que vous ayez du texte avec des phrases sans abréviation. Donc l'idée c'est de structurer les annonces, que ce soit donc pour une annonce d'un bien dans l'ancien ou même un bien dans le neuf, avec donc différents éléments. Par exemple, vous allez parler du coin jour, vous allez parler du coin nuit, vous allez parler des dépendances, vous allez parler de l'environnement. Voilà, donc vous allez structurer le texte. Donc ce texte, il va être beaucoup plus long que d'habitude. Donc là, on parle du texte d'une annonce. Je vais parler après de votre site internet. Donc n'hésitez pas tout à l'heure à me poser des questions par rapport à ça. Donc là, alors votre site internet. Donc votre site internet, là, je ne parle pas de la page d'accueil, ni de la page des annonces, puisque Google, quand on parle d'annonces, il sait qu'il va trouver des annonces. Là, je parle des pages qu'on appelle des pages d'atterrissage, à savoir la page de présentation de votre entreprise, la page de présentation de vos services, que ce soit de la gestion, du syndic ou d'autres, puisqu'il n'y a pas que des agents immobiliers qui sont connectés. Et là, en fait, il y a plusieurs éléments sur lesquels on va travailler. Premier élément, l'URL. L'URL, donc le HTTP de votre site internet. Donc, sur ces pages d'atterrissage, on va être pertinent de manière à avoir un URL qui correspond aux mots-clés que vont saisir les internautes. Ensuite, les titres. Un peu comme quand vous lisez un livre, vous avez des titres de chapitres. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais on appelle ça des balises. Donc, des balises H1, etc. Ensuite, le contenu. Il faut qu'il y ait 600 mots pour que Google référence votre page. Et également les photos, puisqu'on va renommer les photos, je vais en parler tout à l'heure. Donc c'est grâce à la structure de votre page de cette manière que vous allez améliorer votre référencement, puisque Google va trouver les balises qu'il attend et donc va donner de la visibilité à ces fameuses pages d'atterrissage dans ce fameux tunnel d'acquisition dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis une page de mon site internet de formation, donc une landing page, puisque j'ai mis la page qui concerne le financement auprès des OPCO. Donc là, prenons un exemple, le client, il cherche comment obtenir un financement auprès des OPCO. Donc, bien évidemment, l'intérêt dans ce tunnel d'acquisition, c'est qu'il arrive sur mon site internet pour avoir cette information. Donc, premier point, l'URL, donc l'URL qui a été structurée est une URL qui correspond à ces mots-clés. Deuxième élément, le titre. Si vous regardez bien, j'ai posé le titre sous forme de question de manière à m'adapter le plus possible aux questions potentielles que va poser l'internaute. Ensuite, les 600 mots. Donc là, j'ai réduit la page pour vous montrer, pour que vous la voyez à l'écran. En fait, je peux cliquer sur les petites flèches là pour agrandir. Il y a bien 600 mots sur cette page. Et ensuite, les photos. Donc, les photos, chaque photo a été renommée de manière à améliorer le référencement. Je vais en parler dans la page précédente. Donc là, c'est un travail qui doit être fait. Alors, souvent, c'est un travail qui est négligé. Pourquoi? Parce que souvent, on va dire à un webmaster, bon, on vous donne 100 ou 200 € pour faire du référencement. Donc, il va vous faire du référencement payant et cette partie, elle est souvent négligée. Alors qu'elle est vraiment très importante. Et cette partie, elle ne peut être, on va dire, structurée que par vous qui êtes professionnel,
puisque le webmaster ne peut pas construire les 6 mots, il ne connaît pas votre métier, donc il va falloir que vous l'aidiez pour ça. N'hésitez pas à me poser des questions, qu'on creuse un petit peu ce sujet tout à l'heure. Voilà, et donc là je vous ai mis, alors j'ai appelé ça le Graal. Pourquoi? Parce que en fait, dans l'expérience utilisateur de l'internaute et par rapport à l'algorithme de Google, donc là par exemple, vous voyez, j'ai mis 2 exemples. Un, réussir son safari au Kruger Park, donc, et l'autre, j'ai mis estimer mon appartement à Carnon. Donc j'ai pris 2 choses totalement différentes. Google va proposer donc un choix de portail. Donc vous les voyez là par exemple, il y a Ticket to Ride donc pour s'inscrire au Kruger Park, c'est le Kruger Park. Vous avez plus loin, vous aurez eu le guide du routard, au TripAdvisor, etc. Là, vous avez une start-up avec qui je travaille et ensuite vous avez meilleure agence. Je serai descendu en dessous, vous avez ce logis, etc. Et en fait, quand Google voit un site qui lui paraît pertinent, mais d'une manière beaucoup plus importante que les autres, il va même l'encapsuler donc dans un genre de carré avec une photo. Donc là, il a mis la photo du site, là, il a mis le logo de l'agence. Il a récupéré des données qu'il a trouvées dans la page d'atterrissage. Donc là, il a mis un petit laïus construit dans le texte et là, il a mis les informations. Et donc, ça prouve… Donc là, par exemple, ce petit bloc, c'est un bloc de mes fils, donc qui m'écoute pour le référencement et qui arrive avec un petit bloc sans prétention à se positionner premier devant guide du routard, etc. Là, c'est une start-up avec qui je travaille. Tout ça pour vous dire que si on applique de A à Z ce que je suis en train de vous dire, ben Google va vous récompenser puisque dans certains cas, il va même vous positionner avec ce fameux encart en première page Google. Donc, c'est vraiment, comme vous le voyez, important. Et puis, s'il ne vous encapsule pas comme ça, on va dire, en mettant en avant votre page, dans tous les cas, votre page, elle sera montée dans le référencement, ça c'est indéniable. Alors, les photos. Donc là, 2 éléments, enfin 3. Le premier, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit de construire un texte pour vos annonces assez important. Sachez que ce texte, il ne sera pas lu par les internautes. Puisque ce texte, on est stratège, on le construit pour Google. Mais pourquoi les internautes ne vont pas le lire? Je schématise un peu, mais tout simplement parce qu'ils passent 80% du temps sur les photos ou sur la visite virtuelle, etc. Donc, premier point, donc mettez des photos de qualité. N'oubliez pas, on a ce fameux tunnel d'acquisition. Donc, l'objectif, c'est pas que le client parte quand il est arrivé sur cette page. Donc, il faut que vos photos, elles soient jolies, elles soient par exemple en HDR. Et également, alors là, je parle pour vos pages d'atterrissage, pas pour les annonces, je précise. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis 2 photos. Comment voulez-vous que Google sache que vous voulez vendre une Nissan Micra rose ou que vous avez mis en photo un chat mignon? Voilà, donc là aussi, sur ces fameuses pages d'atterrissage et pas les pages des annonces, on va renommer les photos. Voilà, donc ces photos, vous allez les renommer. Par exemple, là, cette photo, si j'avais dû la mettre sur Internet, je l'aurais appelée Nissan-6 Micra-6 rose et puis le nom de mon entreprise. Et là, par exemple, chat-mignon, puis le nom de mon entreprise, par exemple. Voilà. Donc, de manière à améliorer le référencement, n'oubliez pas, Google, c'est également Google Images. Donc, on va essayer de créer cet écosystème en utilisant aussi les images. Voilà, donc n'hésitez pas à noter des questions pour tout à l'heure. On passe maintenant à un sujet qui est vraiment négligé par les entreprises et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant le confinement, j'ai fait énormément de sessions de formation d'1 heure ou de 2 heures sur Google My Business et j'ai formé même des caves coopératives, par exemple la cave de Lecate. J'ai formé des commerçants et bien évidemment dans l'immobilier. C'est un vrai sujet. Alors c'est un vrai sujet et donc, pour la petite histoire, j'étais en coaching en Guadeloupe en janvier et j'avais une agence qui avait un budget page jaune de 5 000 € en 2020 et qui négligeait, elle avait quand même 5 succursales et qui négligeait Google My Business. Donc, c'est là qu'on voit qu'on prend des habitudes, on n'ose pas des fois faire du changement. Très clairement, il faut le faire. En 2020,
Là, je vous ai mis une communication, alors en français, mais j'aurais pu prendre cette même communication en chinois, en anglais, en espagnol, puisque c'est la communication mondiale de Google. Attirer plus de clients sur Google gratuitement, et j'utilise le mot annuaire. L'annuaire en 2020, il s'appelle Google My Business. Donc, il faut vraiment bien travailler vos pages Google My Business. Et comme ça, c'est un tunnel d'acquisition annuaire. Donc, il est important de le mettre en place pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, Google My Business, c'est quoi? C'est une interface qui va vous permettre de renseigner les éléments sur votre établissement. Donc, j'utilise le mot établissement parce que c'est le mot qu'utilise Google pour parler d'une entreprise, que ce soit une agence immobilière, un promoteur, que ce soit une école, que ce soit donc un commerçant ou, comme je vous le disais, une cave coopérative ou une cave particulière. Voilà, donc il utilise le mot établissement. Donc, il a aspiré les données qu'il a trouvées qui sont très succinctes des entreprises, le nom, donc l'adresse, le téléphone souvent fixe, une photo qui est la photo View Street, et c'est à vous de rajouter du contenu dans cette page. Et le premier contenu qu'il faut rajouter, c'est l'activité, puisque vous allez pouvoir mettre plusieurs activités. Pour l'anecdote, souvent l'activité que Google a récupérée, c'est agence immobilière, mais vous pouvez aussi récupérer l'activité donc gestion locative, expert immobilier si vous l'êtes, etc. Donc, c'est tout ça qui va étayer les éléments par rapport aux recherches Google sur l'annuaire. Donc là, c'est important de mettre à jour tous ces éléments dans Google My Business. Et pour ça, bien évidemment, il faut que vous revendiquiez votre établissement si ça n'a pas déjà été fait. Autre élément, c'est les avis. Donc, les avis Google. Il faut savoir que, premier point, il faut répondre aux avis. Pour ça, il faut avoir une page, il faut avoir la page Google My Business. Le fait de répondre aux avis permet de donner plus confiance aux internautes, 1,7 fois plus, fois 2. Donc, c'est-à-dire qu'on répond à des avis, à tous vos avis sur Google My Business. Vous multipliez par 2 le taux de confiance. Donc, c'est énorme. Donc, c'est un plan d'action qu'il faut mettre en place. Autre élément, alors Google est en constante évolution sur le Google My Business. Il a évolué d'une manière importante, à la fois du côté expérience utilisateur du client, mais également expérience utilisateur de l'établissement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile qu'avant de renseigner votre établissement. Et là, juste une petite astuce, on en parlera tout à l'heure, c'est que Google va lire les avis. Là, par exemple, j'ai fait une copie d'écran d'une agence immobilière où il y avait 63 avis. Qu'est-ce qu'a fait Google? Il a scanné, il a lu ces 63 avis, il a trouvé des mots-clés qui revenaient. Il a trouvé que le mot-clé location revenait 6 fois, que le mot-clé logement revenait 4 fois. Et donc, ça peut permettre à l'internaute de cliquer sur location et de voir les avis qui vont l'intéresser. Par exemple, si je prends l'exemple d'une agence immobilière, le fait de remonter un avis syndic, un avis estimation a de l'intérêt, puisque je peux avoir un internaute qui cherche une agence pour estimer un bien. S'il trouve un tag estimation avec 6 ou 10 avis, il va cliquer, il va se faire un avis plus précis sur cette agence, et donc ça peut, dans ce fameux tunnel d'acquisition, l'inciter plus à appeler telle agence ou telle autre entreprise. Et on peut imaginer ça, bien sûr, dans les autres activités. Alors, les réseaux sociaux. Donc, n'oubliez pas le mot linchpin dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une association d'éléments qui va faire que vous allez donner de la visibilité. Donc, si vous me demandiez de donner des notes sur l'importance de ce que je suis en train de vous dire, l'ordre que je viens de mettre en place est l'ordre d'importance. C'est-à-dire que, bien évidemment, votre site Internet est plus important que les réseaux sociaux. Google My Business est plus important que les réseaux sociaux. Donc, et souvent d'ailleurs, on pense réseaux sociaux et on néglige Google My Business. Donc, l'ordre, c'est votre site Internet, vos annonces pour l'immobilier, pour les agences immobilières par exemple, ou la promotion, Google My Business, et après, on va mettre en place les réseaux sociaux. Avec, bien évidemment, le sujet de la viralité dans les réseaux sociaux.
c'est que vous allez, on va jouer sur donc les abonnés et les amis des abonnés pour vous donner de la viralité. Alors, je voulais juste revenir sur un point sur Google My Business, puisqu'on va parler réseaux sociaux, c'est que Google My Business, on va pouvoir aussi mettre des posts, donc de l'actu. Il faut savoir que c'est hyper important puisque les actus que vous allez mettre dans Google My Business vont avoir un effet sur le référencement Google, alors que les posts que vous allez mettre dans les réseaux sociaux n'auront pas d'effet, puisqu'ils sont cloisonnés dans Facebook, dans Instagram ou dans LinkedIn, mais ils auront un effet très très faible dans votre référencement, alors que les posts de Google My Business seront extrêmement efficaces. Donc, c'est vraiment très important. On peut relayer un post Google My Business dans les réseaux sociaux, par exemple aussi, pour gagner du temps. Alors, quels réseaux sociaux utiliser? Alors, ça dépend de votre entreprise. Alors, bien évidemment, Facebook, vous connaissez. Instagram, c'est il y a le poids du média, le poids de la vidéo qui est important. C'est un média qui est pour les jeunes en priorité. YouTube, si vous avez de la vidéo. Twitter, alors pour par exemple une agence immobilière, pas d'intérêt de communiquer sur Twitter pour moi, sauf une grosse agence. Par contre, s'abonner sur de l'information, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui travaillent en B2B, bien évidemment, LinkedIn est également un facteur, un outil qui est très intéressant. Donc pour le B2B, donc vraiment à ne pas négliger. Alors je vous ai mis un petit encart WhatsApp en bas, WhatsApp Business, puisque vous avez deux WhatsApp maintenant, vous en avez un qui s'appelle Business. Très clairement, il y a un vrai sujet sur WhatsApp dans l'avenir. Dans les autres pays, les agences immobilières et les entreprises utilisent WhatsApp. En France, on l'utilise peu. Très clairement, il va falloir se mettre à l'avenir sur WhatsApp parce que ça va permettre de créer des groupes et d'interagir avec vos clients, vos prospects. Alors, donc cette communauté, souvent on regarde est-ce qu'on a eu des j'aime, est-ce qu'on a eu des partages. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu qui sont ces personnes qui sont sur vos pages en tant qu'abonnés ou autres. Alors déjà, les premiers, il y a les inactifs. Donc eux, ils ont vu de la lumière, ils sont venus et il ne va rien se passer. Ensuite, vous avez les passifs. Les passifs, vous les connaissez, c'est ceux qui vous ont dit, par exemple, moi, il y a certains, ah ouais, vraiment, pendant le confinement, tu as bien bossé, tu as fait plein de webinars, d'e-learning, etc. Donc, mais ils m'ont jamais mis j'aime, ils ont commenté, etc. parce que c'est pas dans leur nature, mais ils regardent puisqu'après ils vous en parlent. Donc, ils sont intéressants parce que c'est une petite graine qu'on leur a mis aussi dans l'esprit. Ensuite, il y a les cliqueurs. Donc, ils vont marquer j'aime, ils vont, etc. Les partageurs, donc ils vont partager vos posts. Les commentateurs, donc bien évidemment, le poids donc de ces actions a un rôle, puisque ça va permettre, plus on a de cliqueurs, de partageurs et de commentateurs, plus il y aura de la viralité dans votre post. Et également, plus votre post va rester en haut de la page, hein, donc du réseau social dont on parle. Et ensuite, on a les contributeurs, les animateurs et les ambassadeurs qui sont un peu vos alliés, souvent vos collaborateurs aussi, et qui vont permettre d'aller plus loin dans cette viralité. Alors, les réseaux sociaux. Donc, ce qui est important, c'est toujours pareil, être vu, inciter à l'action, analyser. Quand je fais un post, je dois me poser la question, est-ce que ce post va me donner de la visibilité? Le deuxième point, c'est est-ce que ce post va inciter à l'action? Par exemple, si je fais un post sur une formation mandat exclusif, par exemple, que je prévois le 9 juillet à Montpellier, très clairement dans mon post, j'ai prévu un bouton d'inscription. Puisque dans ce fameux tunnel d'acquisition, je donne une information sur cette formation, par exemple, mandat exclusif que je vais organiser le 9 juillet à Montpellier. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'il y ait des personnes qui s'inscrivent. Et à partir de là, dans ce fameux tunnel d'acquisition et dans ce fameux post Facebook, j'ai mon bouton « Inciter à l'action ». L'analyse, elle est ultérieure. Ça me permet de savoir si mon post a été efficace ou pas. Alors bien sûr, il y a les j'aime, etc. Mais c'est surtout mon Google Analytics qui va me permettre de voir si j'ai eu un transfert de mon post vers cette fameuse page d'acquisition ou vers mon site internet, puisque je peux aussi les envoyer sur certains posts sur mon site internet pour qu'ils voient par exemple mon programme. Alors,
Donc, pour inciter les personnes à partager et à liker, n'oubliez pas de rajouter les fameux hashtags qui ont été inventés par Twitter, mais que maintenant tout le monde utilise. Et n'oubliez pas d'associer également des personnes via l'arrobase. Donc, voilà pour ça. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous ayez une ligne éditoriale. Donc, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir. Les posts sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que des annonces de bière, hein, par exemple, c'est de l'information sur votre quartier, sur des éléments qui ont de l'intérêt pour votre communauté locale, un petit peu comme on faisait à l'époque dans son quartier, etc. Donc, c'est important d'avoir cette fameuse ligne éditoriale. Et derrière, n'oubliez pas le poids du média. Donc, le post, surtout, ayez du texte court avec des hashtags, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait vraiment beaucoup de texte. Hein. Après, vous pouvez avoir un clic qui va vous amener sur une autre page, puisqu'on est dans le fameux tunnel d'acquisition. Mais il faut qu'il y ait du visuel avec, par exemple, de la vidéo. Ça peut être aussi un Facebook Live, hein, par exemple. Voilà. Mais pensez à de la vidéo, pensez à des visuels. Et au fameux hashtag arrobase. Autre élément, 2 points, c'est que si vous avez un post sans interaction, au bout de 3 heures, votre post est invisible des radars parce qu'il est trop bas dans, on va dire, la page, par exemple, Facebook ou autre. Donc, ce qui est important, c'est de programmer vos posts. Il y a un bouton pour les programmer. Bien évidemment, on ne va pas diffuser un post à 15 heures parce que les gens travaillent. On va le diffuser à la pause déjeuner, on va le diffuser le soir, pourquoi pas le matin ou le week-end si c'est un bien, par exemple, immobilier. Donc, soyez stratège par rapport à ces éléments. Autre élément, si vous voulez donner du visuel, utilisez des outils. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Canva, qui est un outil gratuit, qui va vous permettre de mettre en place des posts très sympas, avec un look moderne, très simplement, et c'est un applicatif qui est gratuit. De la même manière, si vous voulez mettre de la vidéo, il suffit que vous téléchargez l'application GoPro qui est gratuite, et vous allez pouvoir avoir de la vidéo sans avoir à investir dans un logiciel de vidéo pour un post Instagram, par exemple. Donc, il y a des vrais sujets là-dessus et ce n'est pas la peine toujours d'avoir des gros budgets. Il faut avoir un petit peu d'huile de coude et voilà, de diffuser tout ça. Je reviens juste en arrière sur la ligne éditoriale. Hein. Là aussi, pourquoi c'est important de se poser et de mettre à place un planning de diffusion. Moi, ce que je fais quand je suis en coaching dans les agences, on commence à prendre le calendrier de l'année et on positionne les jours fériés, les dates clés, donc ça peut être la Saint-Valentin, etc., etc., les dates clés locales également, et déjà, vous venez d'avoir au moins une trentaine de postes potentiels à mettre en place. Et ensuite, vous allez rajouter les postes de votre métier, les postes qui peuvent être sur de la fiscalité, sur d'autres éléments. Donc, c'est important de se poser, de prendre vraiment un calendrier sur l'année et de poser ces différents postes. Alors, la base de données. Donc, la base de données, c'est un vrai sujet. Et souvent, quand je suis dans une entreprise, la base de données, elle est inexploitable. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas qualifiée. Donc, il y a un vrai sujet. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Web 3.0, c'est envoyer des messages personnalisés. Si votre base de données n'est pas qualifiée, c'est impossible d'envoyer des messages personnalisés. Le problème que l'on a, c'est que souvent, on a une multiplicité de points de saisie. On a les logiciels, la CRM, des fichiers Excel. On a des informations obsolètes qu'on n'a pas mis à jour. On a des données incomplètes ou manquantes, des fautes de frappe. Il faut savoir que si un mail, vous avez des fautes de frappe, hein, au bout de 7%, vous envoyez, par exemple, un emailing, vous envoyez 1000 mails. Si vous avez 7% de faux mails, de mails erronés avec des fautes de frappe dans ces 1000 mails, 7%, ce n'est que 70 mails, vous êtes considéré comme un spammer, puisque ces 70 mails sont ce qu'on appelle des hard bounce. Donc, à partir de là, c'est très important d'avoir des mails qualitatifs. Et bien évidemment, souvent, j'ai fait exprès de mettre un S à logiciel, puisqu'on a souvent plusieurs logiciels. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des doublons dans sa base de données. On a une base qui peut être à jour et l'autre qui n'est pas à jour. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, là, plan d'action, c'est état des lieux, structurer la base, hein, trier et nettoyer. Il faut être radical.
enrichir sa base de données et bien évidemment la mettre à jour. Donc là, vraiment, si vous voulez avoir une base de données fiable, il faut aussi, comme je dis, être un peu radical et vraiment la trier et la nettoyer. Alors, j'ai pris là la qualification qui est le classique, ce qu'on appelle la méthode ABC. Bon, moi, j'aime bien rajouter B+, aussi. Très clairement, pourquoi? Parce que vous avez les clients A et B+, qui sont les clients qui vont vous faire le business. Les clients B et C, qui sont des clients qui, pour le moment, ne vous feront pas faire de business. Bon, j'ai mis une photo d'un touriste dans le sens, il est curieux, il ne sait pas encore exactement où il est. J'ai inversé cette pyramide en mettant le temps. Ça veut dire que vous avez peu de clients A, B+, mais vous allez passer beaucoup de temps avec eux. Vous avez peu de clients B et C, vous allez passer peu de temps avec eux. Donc là, bien évidemment, on va faire de l'emailing, on va mettre en place des tunnels d'acquisition automatiques. En revanche, les clients A, B, C, on va passer du temps physique avec eux, un appel téléphonique, un mail personnalisé ou bien évidemment un rendez-vous physique. Donc, c'est vraiment très important de structurer sa base de données pour bien pouvoir la travailler par rapport à ces éléments. Alors, l'entreprise de 3.0 en 2020, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Premier point, c'est ce qu'on appelle l'automation. Donc, l'automation, c'est automatic action en anglais, ça veut dire les actions automatiques. Donc, l'enjeu là-dessus, sur ce slide, c'est automatiser les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée pour se consacrer justement au temps homme pour avoir du temps pour les clients A et B+, par exemple. Autre élément, très clairement, gain de productivité. Le fait d'automatiser des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée va permettre de dégager du temps et également donc de l'argent, donc d'améliorer la productivité. Autre élément, vous devez avoir une réflexion dans votre écosystème entre vos logiciels, donc les ERP, et les add-ons. Les add-ons, j'ai par exemple parlé de la signature électronique, mais il y en a une quantité énorme. Et donc là, on parle d'API. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une API pour rester très, on va dire, très généraliste et pas rentrer dans l'informatique? C'est comme une porte qui permet d'échanger les données entre un logiciel et une application tierce. Et donc, le vrai sujet, c'est réfléchir à quelles sont les API qui ont un vrai intérêt dans votre métier. Et donc, dans ce fameux workflow, c'est-à-dire dans ce fameux tunnel de travail, prenons un exemple, je saisis le client, je vais éditer le badge, je vais l'envoyer en signature électronique, etc. Donc, ce qui est important de voir, c'est ce qu'on appelle les pain points, les points de douleur. C'est-à-dire à un moment donné où le travail est compliqué, où il n'y a pas d'interaction, etc. Donc ça, c'est des éléments que vous devez voir au niveau de votre entreprise et les améliorer. Alors ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être changer d'outil, ça peut être juste faire une formation parce que le collaborateur l'utilise mal. Donc il y a plusieurs éléments et souvent en coaching, on travaille ces éléments justement pour améliorer tout ça. Alors, comme je vous ai dit, je voulais faire un petit clin d'œil sur le Figital. Donc, puisque bien évidemment, on parle digital, mais je n'oublie pas le côté physique. Et là, je vais raisonner sur mon fameux triptyque. Être vu, inciter à l'action et mesurer. Donc, être vu, je vais me poser la question, comment donner de la visibilité à mon agence et inciter à l'action, comment faire venir là physiquement la personne. Et je vais prendre l'exemple d'une vitrine. Donc, d'une vitrine, alors attention, le slide qui est à droite, il n'y a pas les éléments loi Allure, mais tout simplement parce que c'est la première vitrine que j'avais créée à l'époque. Et comme ça avait marché, que depuis je l'ai développée dans les agences, j'ai voulu la garder, c'est un petit clin d'œil, puisqu'elle a déjà quelques années. Et là, si vous regardez bien, vous avez à gauche un panneau 4x3. Alors, le panneau 4x3, les fondamentaux de la communication, c'est une accroche, prix spécial ouverture, un visuel et une baseline. Mais les annonces vitrines, il faut qu'elles soient structurées de la même manière. Une accroche, un visuel et une baseline. Et si on regarde bien les annonces vitrines des agences immobilières ou quelle que soit l'activité, j'aurais pu prendre
même des annonces d'emploi d'une entreprise de recherche d'emploi que l'on voit dans les rues ou autres, on se retrouve avec des visuels comme vous avez à droite, alors que moi, ce que je suis en train de vous proposer, c'est des visuels comme on voit à gauche. Et là, si je reviens sur mon triptyque, être vu, bien évidemment, je donne de la visibilité à donc, ma communication vitrine, mais surtout, j'incite à l'action. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, volontairement, sur mon affiche, il y a très peu d'éléments comparés aux éléments que vous avez sur mon slide de droite. Et donc, la personne, elle est devant l'agence. Elle s'est rapprochée parce que le visuel lui a plu, elle est en train de regarder. Et bien évidemment, dans ce fameux tunnel d'acquisition digitale, là, je veux qu'une chose, c'est qu'elle pousse la porte de l'agence. Donc, volontairement, je n'ai pas fait un gros laïus comme vous voyez sur mon slide sur la partie droite. J'ai épuré au maximum avec quelques éléments. Je veux l'inciter à l'action. Qu'elle rentre. Bonjour, j'ai vu cette annonce en vitrine. Est-ce que vous pourriez me donner plus de renseignements? Et j'ai testé ça dans beaucoup d'agences, par exemple Provence Immobilier ou un groupe qui s'appelle Alliance à Belfort, dans le nord, dans l'est de la France. Et très clairement, les négos m'ont dit, Didier, ça fait rentrer plus de contacts dans l'agence. Donc, c'est là qu'on voit que cette stratégie être vu, inciter à l'action, bien évidemment, marche aussi. Et c'est pour ça que je voulais mettre ce petit clin d'œil digital dans l'agence. Petite anecdote, j'ai volontairement mis le logo en bas à gauche et on retrouve souvent dans les entreprises le logo en haut. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'œil humain se porte en haut à gauche en premier. Et que dans votre vitrine, votre logo, il y ait X fois. Et moi, ce que je veux, c'est que l'œil humain se porte sur l'accroche. D'ailleurs, si vous regardez à côté la pub 4x3 que je vous ai mis, vous regardez bien que les logos, ils sont en bas. D'accord? Donc là, c'est une petite erreur qu'on fait. Pareil, parce qu'on ne raisonne pas du côté client, on raisonne de son côté, et bon, on a mis son logo en haut à gauche. Mais non, ce qu'il faut mettre en haut à gauche, c'est ce qui doit attirer le client. En l'occurrence, l'accroche. Petite anecdote. Voilà. Et donc, bien évidemment, on est dans du marketing. On pourra en parler tout à l'heure d'ailleurs au niveau laboratoire. Donc, moi, je travaille vraiment dans ce côté. On teste également des choses. Donc, très clairement, il faut mesurer. Pour mesurer, on va utiliser Google Analytics. Donc, par exemple, donc là aussi, ayez un compte Google Analytics. Votre fameux écosystème Google, c'est Gmail, c'est Google My Business, c'est Google Analytics, c'est Google Drive également que vous pouvez utiliser. Donc, il faut structurer tous ces éléments. C'est bien évidemment les tableaux de bord que vous avez dans vos outils. Et donc, c'est tout ça qu'il va falloir analyser pour voir les résultats, piloter votre entreprise et derrière, avoir des actions correctives sur tous ces éléments. Didier? Oui. Est-ce que je peux juste te poser, est-ce que tu peux nous faire la petite définition de chaque de session utilisateur? Quels sont les indicateurs que ça nous donne? Est-ce que tu peux nous le vulgariser, ça? Oui. Alors bon, comme on n'avait que 40 minutes, là, je vous ai mis qu'un slide. Hein. Donc, ça, c'est le slide très généraliste, on va dire. Mais dans Google My Business, il va falloir descendre de plusieurs couches après. Donc là, ce qui est important, c'est de savoir déjà si votre site, si vous avez de la visibilité sur votre site. Donc, vous avez le nombre d'utilisateurs, 621. 716 sessions, ça veut dire que j'ai des utilisateurs qui sont venus plusieurs fois. Si l'utilisateur était venu qu'une fois, j'aurais eu 621 à utilisateurs et à session. Donc, je vois le nombre de pages vues, 3,37. Donc, ça, c'est important. Ça m'indique que l'utilisateur va sur le site et regarde plusieurs pages. Et ce qui est important, c'est de voir la durée moyenne. Grosso modo, dans une agence, on est entre 2 et 3 minutes, par exemple. D'accord? Et le taux de rebond permet de savoir si l'internaute vient sur le site et repart ou reste. Alors, attention au taux de rebond, parce que suivant l'agence, on peut avoir un taux de rebond qui est erroné. Je prends un exemple. Vous avez un extranet syndic ou un extranet pour déposer des documents, et donc l'internaute ne va pas aller sur d'autres pages et vous pouvez avoir un taux de rebond qui va augmenter. Et en fait, le tout, c'est de le savoir. Voilà. Ensuite, il y a des pages qui seront intéressantes à analyser. C'est les pages comment les clients sont venus, les internautes sont venus sur votre site. Est-ce qu'ils sont venus
avec Google? Est-ce qu'ils sont venus avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont venus avec des liens de redirection? Est-ce qu'ils sont venus directement? Donc ça, c'est des stats qu'on va voir. Et bien évidemment, les pages vues. Donc forcément, il y a plus d'éléments que ça qui sont intéressants dans Google Analytics. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Et souvent, en fait, vous n'avez pas accès à ce Google Analytics et c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir accès à ce Google parce qu'il donne des informations qui sont utiles. Je pourrais compléter éventuellement en me mettant sur mon Google Analytics tout à l'heure si vous le souhaitez. Ok, alors en conclusion, je voulais justement pour boucler la boucle de ce qu'on est en train de voir, prendre un focus sur le cycle de préachat d'un primo-accédant. Donc ce cycle de préachat, c'est quoi? Ben, il est en veille passive. Il a 16 ans, 17 ans, il achètera un jour. Mais bien évidemment, il ne le sait peut-être même pas. Mais il vient de voir des posts Instagram parlant d'immobilier de votre entreprise. Donc ensuite, il est locataire chez vous. Et là, il se dit, ben, je paie 600 € quand même, bon, je suis étudiant, mais ça fait beaucoup d'argent. Il est toujours un peu en veille, il commence à avoir de l'intérêt. Et là, ben, il a peut-être reçu une newsletter de votre part. Il a reçu, pareil, il a vu des posts Facebook, il a vu des posts sur Google Analytics. Et puis, il a un job. Et là, il se dit, eh ben, j'ai un job en CDD, là, je commence à gagner ma vie, ça pourrait être intéressant d'acheter. Puis, il est en CDI et il valide avec vous, par exemple, ou avec donc une agence immobilière ou un promoteur, il valide l'acquisition d'un appartement. Il est en recherche active. Donc, si on regarde, en conclusion, là, juste pour ce cycle de préachat, on voit bien que on a pu, grâce à l'écosystème qu'on a structuré, lui envoyer des stimuli de différentes manières, même depuis la base, à savoir la veille passive, jusqu'à, bien évidemment, là, c'est un client A, puisque, bien évidemment, il est en recherche active. Voilà, c'était pour faire une petite conclusion qui montre bien que tout est imbriqué et qu'une fois qu'il aura acheté là, bien évidemment, on va y envoyer, par exemple, un signature électronique, le compromis, etc. Donc, on voit bien les différents éléments. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Emmanuel pour répondre. Je vais répondre aux questions. Voilà. Alors, Didier, on a eu deux questions. L'une de Marianne, oui. Donc, qui était au sujet… voilà, elle se posait la question de quel est le réseau social indispensable pour une agence immobilière. Est-ce que… Je sais que tu as répondu pour LinkedIn, que c'était pour l'immobilier commercial. Voilà, mais alors, je vais volontairement répondre à côté au départ en disant c'est Google My Business. D'accord. C'est-à-dire qu'avant même de parler de réseaux sociaux, Marianne, est-ce que votre Google My Business est à jour? Est-ce que vous avez mis à jour tous les éléments? Est-ce que vous avez fait un travail sur les avis clients pour avoir plus d'avis clients? Et est-ce que vous avez répondu aux avis? C'est plus important que tous les réseaux sociaux. Apparemment, elle l'a fait. Génial, ok. Donc ensuite, au niveau des réseaux sociaux, alors je ne sais pas si elle est positionnée immobilier d'entreprise. Si c'est le cas, LinkedIn peut avoir un intérêt. Sinon, les deux réseaux sociaux à utiliser, c'est Instagram et Facebook. Sachant que comme on peut associer les deux, l'intérêt, c'est de publier, par exemple, une photo sur Instagram et cette photo sera aussi relayée sur Facebook. D'accord. Voilà. En utilisant, par exemple, Canva, et en ayant des fois des communications décalées. Moi, ce que je fais par exemple dans des agences, des fois, prenons un exemple, vous avez une maison qui est sympa, il y a une super cuisine, mais vous faites un post un peu original, vous allez dire qui valide cette cuisine, point d'interrogation, on voit que la cuisine en photo, avec quelques hashtags dans Insta, et derrière on relaie ça sur Facebook. Donc de manière d'inciter à l'action et de communiquer aussi un peu différemment certains posts. Après, bien évidemment, on peut avoir un post qui présente une exclusivité, mais de rajouter un peu des éléments qui font penser au homestaging, etc. Voilà, donc voilà. Pour moi, c'est les deux. Après, YouTube, c'est intéressant également si vous avez de la vidéo. C'est-à-dire si d'une manière régulière, vous avez des vidéos, ça vaut le coup d'avoir un compte YouTube. Si vous n'avez pas de quoi alimenter YouTube, aucun intérêt. Voilà. Le vrai sujet, c'est l'alimentation des posts, en fait. Voilà, des outils. Alors, on a eu également une question qu'on aurait pu poser au moment de la
de cette partie-là. C'est Pierre, mais je ne l'ai pas vu assez vite. Pierre voulait qu'on approfondisse la question de la base de données. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut remettre les micros et que peut-être les gens s'expriment plus facilement que Oui, sur… au moins allumer le micro de Pierre. Hein, et puis, si Sarah peut allumer le micro de Pierre, voilà pour… Voilà. Pierre, tu peux parler. On ne t'entend pas. Il n'a pas le micro. Ah oui, il n'a pas encore le micro. Si. Il a une agence immobilière, hein, Pierre, ou quel est son domaine d'activité? Il est agent immobilier. D'accord. Pierre, votre micro est activé. Vous pouvez parler. Il n'a pas de micro, je pense. Ah, il n'a pas de micro. Mince. D'accord. Donc, alors, s'il peut compléter éventuellement dans le chat la question, alors. Voilà. Est-ce que tu peux écrire? Moi, je peux lire, Pierre. Voilà. Voilà. C'est quoi exactement la base de données? Ok. Donc, alors, la base de données, c'est en fait, alors bon, vous êtes agent immobilier, donc imaginons, bon, vous avez un logiciel de transaction, j'imagine, et peut-être de gestion ou de syndic. C'est pour ça que j'ai marqué logiciel, parce que le vrai sujet qu'il y a, par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est que vous avez donc la base de données transaction avec des prospects, des vendeurs, des bailleurs, des acquéreurs, des locataires. Donc, ça veut dire que la base de données, déjà, elle est donc par rapport à une typologie. Et ensuite, vous pouvez avoir, si vous faites syndic, également une base de données avec des copropriétaires. Donc, les bases de données, c'est les contacts que vous avez dans vos logiciels. Voilà. Alors, je pense qu'il en avait quand même une petite idée parce qu'il a complété sa question. Il demande comment la travailler et notamment, il a un cabinet d'administration de biens et de syndic. Donc, c'est en fait, il voudrait savoir comment s'appuyer sur les données qu'il a dans ce domaine-là. Ben, certainement pour l'exploiter en transaction peut-être ou pour avoir de nouvelles gestions, je ne sais pas exactement. Ouais, ok. Donc, alors après, bon, tout dépend. Bon, je vais répondre généraliste parce que je ne connais pas vos logiciels, mais voilà. En règle générale, dans les logiciels, il est possible de qualifier déjà par des boutons, on va dire, des typologies de clients. C'est souvent dans l'admin qu'on peut créer, par exemple, souvent, je crée ABC dans des logiciels quels qu'ils soient. Et à partir de là, ça permet de structurer la base de données. Après, ce qu'il faut faire, c'est donc faire… alors, soit vous avez des logiciels qui permettent de faire des emailing. Donc, emailing, c'est des envois en masse. Soit, si vous n'avez pas de logiciel, il faut utiliser des outils indépendants. Sarbacane, Sendyblue, enfin, il y en a qui existent sur le marché. Voilà, mais pareil, un petit peu comme tout à l'heure quand j'ai parlé de ligne rédactionnelle, c'est réfléchir un peu à la stratégie et donc au plan d'action qu'on veut mettre en place si on doit faire des newsletters. Puisque ce qui est important, c'est d'envoyer des messages personnalisés. Donc, par exemple, donc, je vais envoyer un email, une newsletter à des investisseurs. Je vais envoyer une newsletter à des primo-accédants. Je vais envoyer une newsletter à des bailleurs. Il faut absolument cibler. Pourquoi? Parce que sinon, vous avez un taux de réponse qui sera faible. Voilà. Donc, et il ne faut pas hésiter, je l'ai dit tout à l'heure, à être radical. Là, quand j'ai marqué trier, nettoyer, souvent, moi je le vois quand je suis dans des agences, on a eu des migrations depuis plusieurs logiciels et on a des données des fois qui ont 4, 5 et même plus. Il faut être radical parce qu'il y a des données qui sont vraiment anciennes sur lesquelles on ne pourra pas travailler. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait donc un remerciement avec des agences papier, courrier. Donc, on avait envoyé un petit mailing, là, donc courrier, hein, à des agences et on a eu un taux de retour n'habite pas à l'adresse indiquée énorme sur des acquéreurs, hein, sur des acquéreurs de l'agence. Donc, et ce qu'on a fait, on est allé plus loin là-dedans, c'est qu'on s'est amusé à regarder les stats entre n'habite plus à l'adresse indiquée, est-ce qu'on a eu son nouveau bien à la vente? Et on ne l'a pas eu dans certains cas. Donc, ça veut bien dire que ces actions sont importantes parce que ça permet de trier, de nettoyer la base de données et aussi
d'envoyer des petites graines dans l'esprit des clients, de faire du suivi dans ce fameux tunnel d'acquisition dont j'ai dit, pour qu'ils pensent à nous lorsqu'il a notre projet immobilier. J'ai une autre question de Marianne qui, je pense, intéresse tout le monde sur les avis Google. Donc, on a vu qu'il fallait répondre aux avis Google. Hein. Déjà, c'est une première étape. Oui. Est-ce que tu as une idée à partager avec nous pour faire augmenter rapidement la note globale? Alors, une idée, je vous dis comment je fais. Je vous enverrai tout à l'heure un mail. Je vous enverrai mon mail pour vous demander les avis clients. Vous pourrez en mettre un du coup. Et je vous mettrai un petit PowerPoint qui vous servira aussi à envoyer aux clients par rapport à l'expérience utilisateur. Le vrai sujet, c'est l'expérience utilisateur. Et là, vous me parlez de faire augmenter la note parce que bien évidemment, la problématique qu'on a dans Google My Business qui est stratégique, c'est que pour pouvoir mettre un avis, il faut avoir un compte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis agent immobilier, j'ai retenu la caution au locataire. Vraiment, j'ai raison de retenir la caution parce qu'il m'a rendu l'appartement d'une manière catastrophique. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il n'a pas de compte Gmail, il va créer un compte Gmail rien que pour me mettre une étoile. Alors que le client, avec qui ça s'est super bien passé, qui est super content, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'amener une bouteille de vin, il va m'amener un bouquet de fleurs et il ne va pas faire l'effort de mettre un avis. Donc, parce que c'est compliqué si on n'a pas de compte Gmail. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un vrai plan d'action. Et ce plan d'action, attendez, regardez, je vous partage mon écran global pour vous montrer autre chose. J'arrête le partage, je le refais. Hein. Je remets le partage, tac, et voilà. Là, vous devez voir logiquement mon navigateur là. C'est bon? Oui. Voilà. OK. Donc là, vous voyez, regardez, je clique sur l'avis là, je clique sur mes avis. D'accord? Et là, si vous regardez bien, là, alors que j'en ai que 11, hein, bon, j'ai démarré pendant le confinement. Hein, j'ai créé mon site, j'ai créé tout ça justement parce que j'ai voulu faire des formations sur Google My Business. Et regardez, je n'ai que 11 avis, pourtant j'ai déjà le mot-clé formateur qui est remonté. Et là, l'internaute, il clique sur formateur parce qu'il cherche un formateur. Et là, on voit que Google a mis en gras le mot formateur. Donc, ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Je veux, dans mon tunnel d'acquisition, rentrer plus de mandats. Donc, le sujet, c'est, si je veux rentrer plus de mandats et si possible exclusif, le sujet, c'est l'estimation. Donc, à partir de là, si j'ai des clients, des internautes qui arrivent sur cette page parce qu'ils sont en train de chercher une agence pour estimer le bien et que le mot-clé où il y a marqué formateur, il y a marqué estimation avec par exemple 8, parce qu'il y a 8 personnes qui vous ont mis des estimations, très clairement, l'internaute va cliquer là et si les avis sont positifs, ils vont dire mais c'est cette agence qui va être efficace pour mon estimation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander des avis aux clients, mais au lieu de leur dire « merci de me mettre un avis », on va leur poser une question. Pourriez-vous me mettre un avis sur comment avez-vous trouvé mon travail d'estimation? Comment avez-vous trouvé ma prise de mandat? Comment avez-vous trouvé mon suivi lors du compromis? Et le client, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va répondre à votre question. Et il va parler d'estimation, il va parler de prise de mandat, il va parler de compromis, il va parler d'actes, etc. Et vous allez avoir des mots-clés qui vont remonter, qui seront plus pertinents. Premier point. Deuxième point, c'est augmenter le volume. Donc, pour augmenter le volume, je vais vous envoyer un mail sur mon mail par rapport à l'avis. Vous pouvez vous en inspirer pour faire la même chose. Je vous prends un exemple. Pour les caves, la cave Le 4, qu'est-ce qu'on a fait? On a également généré… Alors, vous voyez, par exemple, là, je suis sur ma page et si je clique sur « Donner un avis », regardez, j'arrive sur la page où l'internaute, il a juste à cliquer sur des étoiles et me mettre un avis. Mais l'URL qui est là-haut, je l'ai transformé en QR code. Et par exemple, dans certains établissements, on a créé une page avec le QR code et il suffit que le client prenne son téléphone
flash le QR code et il va directement arriver sur cette page avec l'avis. Donc, du coup, et d'une, je l'incite à l'action, et de deux, l'expérience utilisateur, elle est beaucoup plus simple. Et le négo, bien évidemment, il part avec son book et dans son book, il a ce fameux QR code. Et donc, à partir de là, j'incite à l'action et je l'aide dans l'expérience utilisateur pour multiplier le nombre d'avis. Mais n'oubliez pas, je lui pose une question. Répondez à l'avis en me disant comment vous avez trouvé mon service d'une manière précise. Le service estimation, le service prise de mandat, etc. Et à partir de là, vous allez vous retrouver avec un maximum de tags qui vont remonter. Ces fameux tags, donc c'est récent pour Google, mais vous êtes sur Booking, vous avez des fameux tags où vous allez être dans des hôtels et vous allez dire, moi ce qui m'intéresse c'est le petit déjeuner, c'est la chambre, c'est les services, etc. Parce que je veux aller dans un hôtel avec un intérêt particulier. C'est la même chose. Donc ça veut dire que dans ce fameux tunnel d'acquisition, c'est à vous de réfléchir suivant votre métier, quels sont les mots-clés qui sont pertinents pour vous dans ce fameux annuaire qui est Google My Business. Et à partir de là, vous allez pouvoir remonter ces éléments. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Alors, je continue avec les questions des qui sont parmi nous. Donc, c'est une question de Patrick. Quel budget faut-il prévoir pour passer du Web 0.01 au Web 0.03? Est-ce que tu as des idées de budget? Alors, oui, c'est une question qu'on pouvait assortir aussi parce qu'on a en parallèle, on n'en parle pas dans la présentation, mais on fait appel au portail d'annonces auquel on consacre un budget important. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit continuer en parallèle? Est-ce qu'on peut partir sur une stratégie où on abandonnerait les portails d'annonces et on consacrerait nos budgets au Web 3.0? Voilà, quel est peut-être ton avis? Alors Patrick, par expérience dans les agences que je coach, à part ma formation encore qui est souvent remboursée par les OPCO, je vais dire zéro. Alors c'est une image, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je prends un autre slide pour vous montrer. Tac. Voilà, c'est mes slides sur une formation sur le budget que je fais. Et en fait, quand on restructure, en fait, la problématique, souvenez-vous l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec une entreprise des Antilles qui avait encore un budget de 5 000 € sur les pages jaunes et qui négligeait Google Business. Mais d'un côté, elle dépensait 5 000 € pour rien et d'un autre, elle n'utilisait pas Google Business qui coûte 0. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se poser et décortiquer son budget. Alors, pour pas tout casser, bien évidemment, moi, ce que je fais, voilà ce que je mets en place. 70% de votre budget actuel, on ne le change pas. Donc, c'est-à-dire que les portails qui fonctionnent, etc. Et souvent, pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a souvent pas d'outils de mesure. C'est-à-dire que souvent, les agences, elles n'ont pas encore le Google Analytics et tout ça. Donc, j'ai pas assez d'éléments. Donc, on reste soft, on va dire. Donc, on est 70%, on touche à rien du budget. 20%, on fait du correctif. On va peut-être mettre un peu plus d'annonces d'un côté, on va peut-être rajouter des éléments suivant. Alors après, je ne sais pas s'il y a que des agences immobilières connectées ou autres. S'il y a d'autres métiers, n'hésitez pas à me le dire pour que je vous donne des éléments. Et ensuite, n'oubliez pas ce qu'on a dit, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer, on est dans du marketing. Le marketing, c'est un laboratoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper dans le marketing. Parce qu'il y a des actions qu'on va faire qui vont marcher, des actions qui ne vont pas marcher. C'est comme ça. Par exemple, pour vous prendre une anecdote, Renault, quand ils ont lancé la Twingo, ils sont complètement plantés. Leur cible, c'était les jeunes. Leur communication était basée là-dessus. Et en fait, ça a été une voiture qui a cartonné, mais leur cible, ce n'était pas celle-là. Donc, ils s'étaient plantés au niveau marketing, pas au niveau produit. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est consacrer 10% de son budget à des nouveautés, à de la réorganisation. Quand je dis 10% de son budget, ça peut être l'huile de coude. Par exemple, le fait de mettre en place Google My Business, pour moi, ça fait partie des 10%, puisque ça va être du temps homme qu'on va passer dans l'agence, mais qui va être super efficace. Voilà. Donc, et d'ailleurs, moi, je couple
ce que je suis en train de vous montrer a donc des tableaux de bord que j'utilise en formation. Et ces tableaux de bord, alors je vais agrandir un petit peu juste pour vous montrer. Voilà, donc ces tableaux de bord, si je prends la partie portail immobilier, très clairement, ce qui compte, c'est, alors attendez, je vais monter sinon ça va être trop petit, c'est ce qu'on appelle le ROI. Voilà, le ROI, c'est-à-dire le coût par contact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez du budget. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce que ça a généré. Qu'est-ce que ça a généré en termes de lead, mais surtout de concrétisation dans ce fameux tunnel d'acquisition. Je peux avoir, alors j'ai été agent immobilier, hein, des dizaines de mails, Le Bon Coin, c'est où, point d'interrogation, j'en ai eu. Mais très clairement, je préfère avoir 4 mails qualifiés avec une vraie recherche qui va m'amener derrière une location ou une vente que c'est où, parce que la personne veut juste savoir où c'est et me doubler. Donc, ce qui est important, c'est savoir le nombre de leads, mais surtout, qu'est-ce que ça a généré derrière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est dans ce fameux budget, hop là, je suis allé trop vite, attendez, je le mets à droite. Hein. Il y a 2 éléments qui sont importants également par rapport à tous les outils de son écosystème, c'est savoir quel est le niveau d'utilisation du produit, parce qu'on peut ici avoir un outil coûteux qu'il faut changer, mais un outil coûteux qui est performant, mais on est mal formé pour l'utiliser. Donc, à partir de là, dans cet écosystème, c'est peut-être aussi se former pour mieux utiliser un outil. Ou il est trop complexe, il faut qu'on change. Et également, quelles sont les interactions entre les outils et les add-ons. J'ai mes logiciels, j'ai mes add-ons, alors la signature électronique, ça peut être la visite virtuelle, etc. Est-ce que l'interconnexion est facile ou est-ce qu'elle est compliquée, ce qui me prend du temps? Oh, mais pendant ce temps, je ne fais pas autre chose. Donc, en fait, voilà, donc il y a plusieurs éléments, en fait. C'est vraiment un tiroir. Donc, il y a ce côté vraiment budget, mais il y a ce côté aussi utilisation et ce côté intégration. Et c'est grâce à ces éléments que derrière, on va pouvoir dire, ben voilà, par rapport à ce budget actuel, on va le corriger et on va le corriger. Moi, ce que je conseille, au moins dans un premier temps, c'est partir sur cette stratégie 70-20-10. Alors, une fois qu'on a, au bout d'un an, qu'on a un Google Analytics qui est au point, qu'on mesure, on peut être plus radical sur les 70%, enfin sur les 90%. Mais dans un premier temps, forcément, on ne peut pas l'être, puisqu'on manque de données, on manque d'informations pour pouvoir dire, bon là, ça n'a rien donné. Voilà. Mais je vous prends une anecdote, par exemple, d'une agence avec qui je travaille, meilleur agent. On s'est amusé à envoyer de l'information sur son établissement, c'est-à-dire avoir une estimation sur son adresse, et elle n'a jamais reçu la demande d'estimation de meilleur agent. Alors que, soi-disant, ça indique les quartiers aux alentours, enfin, ça indique les agences les plus proches. Donc, si on n'analyse pas, si on ne consulte pas, si on ne mesure pas, ben derrière, on ne s'en aperçoit pas. Et là, c'est que comme ça qu'il s'est aperçu qu'en fait, ben le service n'était pas si efficace que ça. Voilà. Également, dans ces fameux 10%, j'ai mis de l'huile de coude, parce que je vous ai parlé, excusez-moi, je m'emmerde. Je vous ai parlé d'un outil comme Canva. Canva, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de mettre des posts superbes, c'est-à-dire très modernes, très originaux, et c'est gratuit. Apple application GoPro, c'est gratuit. Vous allez pouvoir aussi utiliser par exemple l'application GoPro pour faire de la vidéo. Donc, il y a d'autres applications. Donc, au final, on se rend compte que, bien évidemment, les marchands du temple, ils sont là pour vous vendre des outils, des solutions payantes, etc. Mais souvent, moi, quand je suis en formation, ben, je vais vous donner des outils qui sont gratuits et qui sont des fois au moins aussi efficaces ou plus efficaces que d'autres et qui vont permettre de structurer cet écosystème digital dont vous avez besoin. Voilà, avec les fameux add-ons qui vont permettre de faciliter des posts, etc. Voilà. Donc, au final, je vais répondre que pour mettre en place cet écosystème digital, alors après, je raisonne très généraliste parce que je connais pas vraiment votre structure. Hein. Je crois que c'était Patrick. Mais pour moi, c'est juste remettre en place son budget. Mais souvent, en fait, le budget, on ne l'augmente pas et peut-être même qu'on peut le réduire. Merci beaucoup Didier. Peut-être une
juste, c'est pas une question, mais c'est plus une difficulté qu'on rencontre. On voit en allant au Salon du Rent, où je sais que je te retrouve chaque année, Oui. plein de start-up qui nous proposent des solutions qu'on trouve pertinentes par rapport à nos activités. Oui. Mais on a des difficultés avec nos éditeurs à leur faire, à faire en sorte que la donnée circule de ces solutions depuis notre éditeur de logiciels. Et c'est vrai que ces blocages-là, on ne sait pas comment les surmonter. Oui, donc si je reviens sur mon slide sur les API pour vous répondre, que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, donc en fait, voilà. Donc c'est vrai que vous avez vos logiciels, bon, qui sont on appelle ça des ERP, hein, vos logiciels socles. Et donc on a des startups qui vont inventer, qui vont trouver des applicatifs qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire tout ce que je vous ai mis autour. Et là, le vrai sujet, c'est que on a souvent du mal à avoir une interconnexion, une API entre surtout entre les gros éditeurs et ces applicatifs. Pourquoi? Parce que la politique de ces gros éditeurs, c'est souvent dire on fait tout, on veut rien donner aux autres et on veut pas partager le gâteau, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Sachant qu'il y a un autre élément, c'est que des fois, ces gros éditeurs ont des logiciels qui sont un peu anciens, vieillissants, et qui du coup ont du mal à s'interconnecter. Donc, voilà, en fait, le slide que vous avez là, où à droite, il y a pas d'interaction et j'ai mis l'humain et donc on perd du temps, c'est un vrai sujet pour vous dans votre écosystème digital de dire voilà, j'ai besoin d'outils qui sont interconnectés ensemble. Ou du moins, s'ils ne sont pas interconnectés, que ce soit fluide. Prenons un exemple, vous avez un logiciel de gestion qui est sympa et vous avez pris de la signature électronique, ce n'est pas interconnecté, mais vous allez facilement éditer votre bail, vous avez juste un glisser-déplacer à faire, bon, on va considérer que le temps homme est faible. Le vrai sujet, c'est quand on a vraiment du mal à travailler entre les outils. Là c'est un vrai sujet. Mais c'est que c'est difficile d'imposer des choses. Alors, il faut peut-être se regrouper aussi. Hein. Peut-être se regrouper et dire, voilà, on est nombreux. Si ça évolue pas, on va changer, quoi. Leur mettre la pression. Parce que les gros acteurs y arrivent. Hein. Les gros acteurs, les grands groupes, les franchises, etc., arrivent à faire changer, à faire ces interconnexions. Donc, peut-être aussi se regrouper pour pouvoir le demander. Ok, bon, voilà. Et après, peut-être une petite dernière, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je n'en vois plus dans le chat. D'accord. C'était peut-être donc par rapport à une solution que tu nous offres, qui est plutôt du sur-mesure par rapport à chacun de nos cabinets. Donc là, la question est plutôt pour toi. On ne sait pas si… Il y a aussi des solutions toutes prêtes qui nous sont offertes par des animateurs de réseaux sociaux avec le même message pour toutes les agences immobilières qui s'abonnent à leur service et qui peut être une solution de facilité pour nos cabinets. Et on n'a pas moyen d'évaluer, de savoir comment on peut leur faire confiance ou pas. Et c'est vrai que ce que tu nous proposes me paraît beaucoup plus attractif. Voilà. En fait, il y a deux choses. Moi, déjà, j'étais délégué formation de l'AFNAIM il y a plus de 30 ans, et c'est comme ça que je suis arrivé dans la formation, en m'apercevant que des fois, le formateur, il faisait la formation de la journée, et puis derrière, c'était difficile d'appliquer parce qu'on n'avait pas d'outils, en fait. Et moi, dès le départ, dans mes formations, j'ai dit, voilà, la formation, elle est bien, mais c'est surtout l'accompagnement derrière qui est important. Et vraiment, surtout depuis janvier, j'intègre du coaching systématique aux formations.
Voilà, donc le premier point. Et surtout, ce qui est important, je vais juste prendre l'exemple de Google My Business. C'est vrai qu'il y a des prestataires qui vous proposent des avis clients. Et à partir de là, vous vous désengagez pour une centaine d'euros par mois de ces avis clients. Ça peut être un sujet parce que bien évidemment, tout dépend de la structure des entreprises. Mais je vais vous prendre un exemple. N'oubliez pas, le Web 3.0, c'est envoyer des messages personnalisés. Donc là, regardez, je vais faire un exemple. Je vais sur Google et je vais taper agence estimation immobilière Toulouse. D'accord, voilà, je tape et puis je vais dans Google Maps, dans mon annuaire. Et là, donc j'ai des agences qui vont apparaître. Et là, je vais cliquer. Bon, je vais cliquer alors, je vais chercher une où il y a des chiffres importants. Par exemple, ERA. Je clique là. Donc, l'internaute, il va cliquer sur plusieurs. Il va cliquer, il va se faire un avis. Mais si vous regardez bien, là, le mot estimation, il n'est pas remonté. Et si vous demandez à un prestataire d'automatiser cette tâche d'avis, jamais le mot estimation va remonter. Alors que moi, ce que je suis en train de vous dire, en faisant du sur-mesure et en posant la question, c'est que vous allez avoir le mot estimation qui va remonter. Imaginons, je clique là, imaginons qu'il y a estimation. Et donc, ça veut dire que dans ce fameux tunnel d'acquisition, je suis certain d'avoir plus de leads, puisque le client est arrivé là pour chercher une estimation. Et il va avoir une réponse. Donc, qui va contacter? L'agence où il n'a pas la réponse ou l'agence où il a la réponse. Alors, j'ai pris l'exemple d'estimation, mais j'aurais pu prendre l'exemple dans n'importe quel métier. Voilà, j'aurais pu prendre l'exemple de rosé, de rouge, si je suis dans une cave coopérative, je peux prendre, ou dans une pharmacie, un exemple sur une gamme de produits. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on voit que la personnalisation va être beaucoup plus efficace sur un sujet qui est quand même fondamental, à savoir l'annuaire d'une entreprise en 2020, qui est Google My Business. Et ça, donc, d'un côté, on dépense une centaine d'euros et on n'a pas cette finesse. Et de l'autre côté, on aura cette finesse et ça va demander un peu de temps homme. Mais franchement, regardez, je vous enverrai le mail, vous verrez, en plus vous pouvez vous en inspirer. Si vous avez le QR code, ça sera facile pour vous. Et puis répondre à un avis, regardez, je vais là sur mon Google My Business, je fais avis. J'avais volontairement laissé un avis pas renseigné pour pouvoir le faire avec vous. Et puis là, je fais répondre et je réponds à l'avis. Ça me prend quelques secondes. Vous voyez? Donc, très clairement, c'est un peu de temps homme, mais derrière, le résultat est vraiment efficace. Et après, c'est juste des process. Donc, après, on peut l'écrire ensemble. Moi, en formation, quand je fais le coaching, on écrit le process avec un PowerPoint qui fait quoi. Et à partir de là, franchement, ça roule tout seul. Hein. Donc, le process, c'est, il y en a un qui est chargé de répondre à l'avis. Le négo, à la prise de mandat, il est chargé d'envoyer l'email, etc., etc. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, vous voyez, par exemple, là, regardez, j'ai tapé formation mandat exclusif éligible loi Allure. D'accord? Donc, j'ai fait une recherche qui est très générique quand même, bon, même si elle concerne l'immobilier. Donc, vous avez du payant, d'accord, qui est un mot. Et si vous regardez bien, j'arrive. Alors, il y a mon site qui a il a 2 mois ce site. Hein, c'est le site Google My Business. Celui-là. Et si vous regardez, j'arrive en tête de page. Devant le SI, devant IMO 2.0, je suis devant tout le monde. Tout simplement parce que j'ai mis en place des posts sur mon Google My Business, j'ai mis en place de l'information, donc j'ai complété tous ces éléments, voilà, tous les éléments qui sont là, donc je remonte même sur Waze en tapant des recherches là-dessus. Et donc, si je vais sur les posts qui sont là, par exemple là où je présente le mandat exclusif, etc., vont avoir un effet sur Google My Business, sur Google, d'une manière globale. Vous voyez, donc c'est des éléments, le sur-mesure est efficace. Vous voyez? Voilà, donc il y a certains éléments où moi je trouve que c'est vraiment important. Après, suivant la structure de l'agence, par exemple, je vais
enfin, je fais des formations, on va aller plus loin avec un groupe de l'Est de la France où il y a 20 agences, ben, ils vont embaucher une community manager, mais derrière, je vais la briefer. C'est-à-dire que je vais la briefer pour vraiment être chirurgical dans ce qu'on va dire. Mais après, il y a une partie, c'est pas moi qui va la faire. Ils sont assez structurés avec 20 personnes et la community manager va s'en occuper. Voilà, donc ça dépend après de la structure des agences. Et après, pareil, un outil comme Canva, je vais me connecter sur Canva. Est un outil qui est hyper facile pour publier, pour créer un post. Hein. Donc là, je vais sur un post Facebook, par exemple, j'ai choisi Facebook. Je crée, donc je vais choisir ce qui m'intéresse là-dedans. Et ensuite, j'aurai qu'à changer la photo, à changer le contenu. Vous voyez, je change juste. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, par exemple, ce qu'on fait avec les agences, c'est qu'on choisit 2-3 posts sympas. Il y en a un qui est typé, par exemple, homestaging, comme je vous l'ai expliqué. Un qui est typé bien à présenter. Un qui est typé plus contenu, un peu juridique sur la gestion ou le financement, etc. Et un qui est typé plus, je ne sais pas, dans ce style, sur info du quartier, où je vais mettre quelques photos du quartier ou autre, etc. Donc, on a typé 3-4 posts différents et derrière, ils les déclinent à chaque fois pour faire leur contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est gratuit. Alors après, c'est ce qu'on appelle du freemium, c'est-à-dire que vous avez un socle qui est gratuit et après, vous pouvez prendre des éléments supplémentaires qui sont payants. Mais franchement, avec la partie gratuite, on en a largement assez. Voilà. Donc au final, quand on a structuré son écosystème, on se rend compte qu'il y a des éléments, c'est plus la peine de les acheter, des prestataires. Voilà. Parce qu'on est capable de les faire. Le vrai sujet après, c'est mes logiciels, quels sont mes logiciels pertinents, mes add-ons, alors signature électronique, etc., qui sont pertinents, et surtout, quel plan d'action je mets en place pour qualifier ma base de données. Parce que là, c'est le vrai sujet, on va dire, compliqué. Voilà. Donc, et après, bien évidemment, se poser sur son budget. Parfait. Ben, merci beaucoup. Il y a juste une dernière question de Pierre qui demande comment fait-on pour avoir le QR code des avis Google My Business? Alors, donc en fait, je retourne. Il faut que je retourne sur mes avis. Si j'écris comme ça, ça ne va pas le prendre. Si ça l'a pris, ok. Alors, voilà. En fait, je vais sur, voilà. Je vais sur la page où je dois rédiger un avis. D'accord? Voilà, donc là, je suis en mode, je suis un internaute, voilà ma page pour rédiger un avis. Donc là, je sélectionne mon URL. D'accord? Voilà, je copie mon URL. Et alors, cette URL que je viens de copier est un URL qui est vraiment super long. C'est-à-dire que je vais vous le mettre à l'écran, vous allez voir, regardez. Je le copie là. Voilà l'URL. Donc, c'est un truc. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, pareil, outil gratuit, c'est convertir en QR code. Donc, je prends un outil, il y en a des dizaines de gratuits. Voilà, donc je vais sur l'URL, puisque c'est un URL que je veux convertir, je fais coller. Et voilà le QR code. Donc là, j'ai juste qu'à imprimer, enfin à télécharger ce QR code, d'accord? Et alors, il y a plein d'outils gratuits. Et à partir de là, il me suffira, avec mon téléphone, de prendre en photo. Donc là, je me mets en mode internaute. Hein. Voilà, je prends en photo ce QR code, d'accord? Et là, si je clique là, ben, je me retrouve directement sur la page avis, c'est en train de la télécharger. Voilà, je vais directement mettre l'avis. Alors, je suis connecté là, il me reconnaît en tant
l'ICI Consulting, donc il ne me le fait pas, mais vous voyez, regardez, je suis sur la page Google My Business, directement de l'internaute. Voilà, donc il suffit de générer le QR code comme ça. Alors, si vous voulez, je vous enverrai un petit lien, parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est celui-là, et il y en a un autre aussi, c'est réduire l'URL. Parce que pareil, quand vous allez envoyer le mail, vous allez recevoir mon mail pour me mettre en avis Google, vous allez voir que mon mail, le bouton est très court, tout simplement parce que j'ai pris un réducteur d'URL. C'est-à-dire que voilà le vrai URL. Et derrière, je vais le transformer. Et du coup, voilà. Alors, je vais agrandir l'écran pour que vous le voyez mieux. Je vais diminuer ça. C'est moi. Voilà, vous voyez, regardez, mon URL maintenant, c'est celui-ci. Je vous le remontre. Le vrai, il est là. Hein. D'accord? Donc, c'est quand même beaucoup plus propre d'envoyer un mail avec un petit lien cliquable qui est comme ça que 3 lignes de mail. Voilà, donc ça, c'est un outil pareil que vous pouvez utiliser qui permet de réduire ce fameux URL. Et donc, du coup, je vais vous envoyer le même et je vais vous le mettre à l'écran si j'arrive à le trouver rapidement. Voilà, je vais à l'écran. Voilà. Vous voyez, par exemple, je vais vous envoyer ça. Vous voyez, je vous invite à vivre l'expérience. C'est un petit laïus que je l'ai moi. Et voilà mon URL. Je suis allé même plus loin que ce qui est là. C'est-à-dire que mon URL, il a même le nom. Je lui ai même donné le nom, en fait, de l'avis à vie Google. Voilà. Mais cette URL, en fait, si on clique là, vous voyez, on arrive, vous voyez, vous l'avez là-haut, on arrive sur une page. Voilà, sur ma page d'atterrissage avec donc un URL qui à l'origine est super long et forcément c'est beaucoup plus facile à faire. Toujours pareil, il faut bien réfléchir à l'expérience utilisateur. Alors, à l'expérience utilisateur, parce que je vous prends un exemple donc pour un avis Google, mais l'expérience utilisateur, quand je vous parle de logiciels et d'add-ons, c'est l'expérience utilisateur de vos collaborateurs. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet écosystème digital améliore aussi le travail de vos collaborateurs. Donc, c'est vraiment des deux niveaux l'expérience utilisateur, à la fois le client ou l'internaute, mais à la fois aussi vos équipes. Voilà, donc c'est ça le vrai sujet de l'écosystème digital 3.0. Voilà. Donc, bon, bah, écoute, Didier, je pense qu'il va nous rester à te remercier tous. J'ai vu plein de merci sur le chat. Tu n'as pas pu profiter, donc je te le dis en direct. Ouais, super. Même très bonne formation. Enfin, tu vois, c'est carrément au-delà d'une présentation, tout le monde a même trouvé que c'était de la formation déjà. Donc peut-être une envie de poursuivre la relation avec toi par la suite. Bon, tu es passionné, passionnant aussi. Voilà, donc c'était un réel plaisir comme d'habitude. Merci d'être rentré dans le détail quand on te l'a demandé et à la fois de nous avoir donné une vision plus large, plus stratégique de ce que nous pouvons faire. Voilà, donc j'espère que tout le monde aura envie de donner, de te laisser un avis sur ton Google My Business, hein, voilà. Qu'on ne fasse pas comme nos clients, quand on est content, on ne le dit pas, et puis quand on l'est, voilà. Donc voilà, j'espère que tout le monde a vraiment apprécié ce moment, et puis tu es le bienvenu, hein, si tu as d'autres sujets un jour sur lesquels tu as envie de communiquer avec nous. Et voilà, et merci à la Chambre de commerce de nous avoir offert aussi cette occasion de se réunir, y compris en cette période où on ne peut pas encore se voir comme d'habitude. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci tout le monde. Voilà. J'espère à bientôt. Oui, à très bientôt. Allez, à bientôt à tous. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.